Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette Fenaillant, sophrologue, thérapeute et psychopraticienne dans la région de Bordeaux. Me revoici pour la première vidéo d'une nouvelle série de vidéos, une série que je souhaitais consacrer à la présentation de livres qui peuvent nous accompagner sur le chemin de notre bien-être. Et je commence par une aparté, une parenthèse. Vous m'entendrez souvent utiliser le terme de bien-être, que je préfère largement au terme de développement personnel. Je suis assez critique sur ce terme de développement personnel qui est assez récent, dans les quelques dernières années, quelques dernières décennies même. Je trouve que dans ce terme de développement personnel, on sous-entend qu'il faut sans arrêt se développer, sans arrêt s'améliorer, sans arrêt aller vers du mieux, du plus, etc. Ça s'inscrit un petit peu dans une tendance de notre société qui me plaît moyennement, j'avoue. Moi, dans ma façon d'accompagner, j'aime beaucoup la liberté, le confort, le fait que pour se faire du bien, on se fait du bien en pratique et qu'il ne doit pas y avoir un travail à réaliser avec des objectifs, avec des efforts, etc. Sinon, pour moi, c'est pas du bien-être. Et je pense que à long terme, pour moi, en tout cas, c'est pas ce qui va être le plus efficace. Voilà. Donc ça, c'était la partie. Donc j'appelle ça un livre de bien-être et non pas un livre de développement personnel. Et le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Alors, c'est un livre déjà assez connu, et puis vous le trouverez sûrement pas sous cette présentation, hein, parce que c'est une très vieille édition, mais vous le trouverez dans plusieurs autres éditions en grand format, mais il existe aussi maintenant en poche. C'est un livre qui date de 1997, et c'est le premier livre, moi, de bien-être que j'ai acheté. Alors d'abord, j'avais envie de vous parler de l'auteur Eckhart Tolle. Pourquoi je le prononce comme ça, Eckhart Tolle? Parce qu'il est allemand. Il est né en 1948 et puis il fait des études de langue et il devient enseignant de langue à Londres, en Angleterre. Jusqu'ici, rien de particulier. Et quand il est là-bas, il se sent vraiment très déprimé, en proie à des angoisses, des peurs, de l'anxiété, des états dépressifs, des pensées suicidaires aussi. Et il commence à essayer de chercher peut-être des réponses. Donc il va reprendre des études et fréquenter beaucoup l'université en philosophie, en psychologie et en littérature. Mais il continue cependant sa vie d'enseignant en langue avec toujours ces états dépressifs qui empirent. Et donc en 1977, il a 29 ans et une nuit, il se sent vraiment plus bien du tout. À partir du lendemain, il va commencer à vagabonder dans les rues de Londres et ça va durer 2 ans, sans travailler, en laissant complètement tomber donc ses nouvelles études, son doctorat aussi, et simplement en regardant la vie passer, en regardant les choses. Il dort dehors, dans les parcs ou parfois chez des amis. Il commence à se rapprocher aussi de certains temples bouddhistes qui l'accueillent. Et puis, donc, pendant toute cette période un peu d'errance, de contemplation un peu du monde, de ce qui se passe, il va trouver là-dedans une paix intérieure, en fait. Une paix intérieure, un calme, et simplement être dans l'observation de ce qui se passe autour de lui et dans l'instant présent. Donc, il va commencer à aller mieux, il va commencer à échanger avec beaucoup de monde pendant cette période et à discuter de ses théories. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout de ces 2 ans, de plus en plus de personnes, en fait, viennent le voir et s'intéressent à tout ce savoir-être, on pourrait dire, et ces théories qu'il a développées. Et il commence presque à en faire un métier, son travail, un peu comme conseiller, on pourrait dire, et enseignant spirituel. Et puis finalement, bon, il se sent mieux, il décide à un moment de partir au Canada, où il vit encore actuellement, où il rencontre sa femme aussi, il se marie et où il va devenir écrivain. Et il va écrire donc tout ce qu'il a appris, voilà, tout ce savoir-être, tout ce bien-être, tout le chemin qu'il a fait et toutes les sensations, les ressentis qui vont avec. Et donc,
Le pouvoir du moment présent, c'est son premier livre qui sort donc en 1997 au départ à 3000 exemplaires qu'il va déposer lui-même avec ses amis dans des librairies. Et je rigole un peu parce qu'on sait que maintenant il a été vendu à des millions d'exemplaires, il est traduit dans je ne sais combien de langues. En fait, il s'est énormément développé par l'accueil positif de certaines personnalités qui l'ont conseillé, qui ont écrit des articles, et notamment Oprah Winfrey, qui est donc une chroniqueuse, on peut dire, qui a un talk show assez célèbre en Amérique, et qui l'a invité souvent et qui l'a un peu poussé, on va dire, sur le devant de la scène. Et puis donc ce livre est devenu un best-seller. Ensuite, il en a écrit d'autres, et puis il a continué un peu son travail d'enseignant spirituel donc, et de conseiller. Le sommaire, il révèle bien quel est le cheminement du livre et vraiment là où moi je trouve sa grande force. Donc on a le chapitre 1 qui s'appelle Vous n'êtes pas votre mental. Dans ce chapitre-là, Eckhart Tolle, il va nous faire comprendre un petit peu que on n'est pas que nos pensées. Et je trouve qu'en France, c'est très intéressant parce qu'on a toujours cette devise de Descartes, je pense donc je suis, et on croit que tout ce qui est pensé est raisonnable et vrai. Alors, je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai, je pense donc je suis. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est aussi je sens donc je suis, je ressens donc je suis, je pressens donc je suis, etc. Et donc, on a tendance à se résumer à notre mental, à nos pensées, à ce qu'on pense et à ce qu'on dit aussi, ce qu'on formule avec des mots, soit dans notre tête, soit de vive voix. Là, il nous explique que non, nous ne sommes pas que notre mental et nous ne sommes pas que nos pensées. C'est quelque chose que moi je dis souvent en sophrologie. Les pensées, elles sont produites par le cerveau sans qu'on en décide. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on essaye de méditer et de fixer son attention sur quelque chose. Hop, les pensées reviennent, elles renaissent comme ça, sans qu'on ait rien demandé au cerveau. Donc ça, c'est le chapitre 1 et son premier enseignement. Le chapitre 2 s'appelle Se sortir de la souffrance par la conscience. Et donc, c'est effectivement sortir déjà de son mental et plutôt travailler ce qu'on appellerait la conscience de tout ce qui est et justement même la conscience que notre mental, ce n'est qu'une partie de nous-mêmes. Et donc, le postulat, un peu l'affirmation d'Eckhart Tolle, c'est que quand on est simplement dans la conscience des choses, on va peut-être déjà être plus dans l'acceptation et avoir moins de souffrance. Le chapitre 3 s'appelle Plonger dans le moment présent. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Une fois qu'on est un petit peu dans la conscience de ce qu'on est, de ce qui nous entoure, on va pouvoir vraiment s'intéresser au moment présent et le vivre pleinement. Et là, on va en tirer aussi un bien-être, une paix intérieure différente. Ensuite, le chapitre 4 s'appelle Les stratégies du mental pour éviter le moment présent. Alors, je trouve ça vraiment intéressant, encore une fois, parce qu'effectivement, on sait quand on est sur le chemin du bien-être et qu'on essaye des techniques, des pratiques, des bouquins, etc., que à un moment ou un autre, effectivement, vous allez avoir des freins, vous allez avoir votre mental ou d'autres choses qui vont dire « Ouh là là, non, ça va pas, ça marche pas, c'est pas efficace, ou je suis pas d'accord, etc. » Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est une vraie bonne question. Et donc, Eckhart Tolle en parle dans son chapitre 4. Le chapitre 5 s'appelle La présence en tant qu'état. La présence, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en thérapie, bien que les thérapeutes n'en parlent pas, ne le formulent pas forcément, mais c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qu'on travaille aussi en sophrologie. La présence, simplement, c'est cet état où vous êtes bien avec vous-même, dans l'instant présent. Ensuite, dans le chapitre 6, Eckhart Tolle, il va nous parler de ce qu'il appelle le corps subtil. Alors là, on rentre un peu plus dans la spiritualité. Le corps subtil, c'est ce que d'autres pourraient appeler l'être profond, l'âme, l'esprit, etc. C'est une partie plus spirituelle. Chacun voit si ça lui plaît ou pas. Après, on peut aussi arrêter sa lecture et simplement piocher juste ce qui nous intéresse dans un livre ou dans les propos d'un auteur. Ensuite, dans le chapitre 7, on a diverses portes d'accès au non-manifeste. Là aussi, c'est quelque chose d'assez spirituel. Le non-manifeste, c'est un concept qu'a développé Eckhart Tolle de bon, ce qui ne serait pas évident, on va dire.
pareil, on prend ou on laisse, c'est chacun son choix. Ensuite, on a le chapitre 8 où il y a les relations éclairées. Et là, moi, j'ai trouvé ce chapitre vraiment intéressant. Il parle des relations de couple, familiales, amicales, de travail, etc. Et de tout ce qui va se passer, en fait, dans nos relations, selon qu'on est plus ou moins dans le mal-être ou dans le bien-être. Et qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut être simplement dans nos relations. Et ensuite, on a le chapitre 9, au-delà du bonheur et du tourment, la paix. Alors là, c'est un peu espérer atteindre une espèce de paix spirituelle, etc. Ça peut paraître ressembler un petit peu à son inspiration bouddhiste. Et là encore, on en fait ce qu'on en veut, on le lit, on le prend ou pas. Et enfin, il y a le chapitre 10. Le chapitre 10 s'appelle la signification du lâcher-prise. Là, je trouve ça assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de lâcher-prise ces dernières années et que on y met un peu tout, n'importe quoi, et que c'est assez facile à dire. Vous avez qu'à lâcher prise, c'est parce que tu lâches pas prise. Il faut travailler ton lâcher prise. Bon, vous aurez compris. Moi, je suis allergique au il faut et à travailler. Et là, justement, Eckhart Tolle, il se penche un petit peu sur finalement, qu'est-ce que c'est le lâcher prise? Et je trouve qu'il le traite avec à la fois de la légèreté et à la fois prendre en compte tous les obstacles au lâcher prise et les difficultés qu'on a et la complexité de notre vie et de l'être humain. Donc il y a par exemple des parties de ce chapitre qui portent sur la maladie, qui portent sur le malheur qui peut nous arriver sans qu'on le choisisse, hein, des événements de la vie, ou sur la notion d'acceptation. Voilà, donc ça c'est le sommaire de ce livre et un petit peu en même temps son cheminement et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant donc dans ce qu'il peut nous apporter, dans la façon dont il peut nous accompagner sur notre propre chemin. Et enfin, à chaque fois que je vous présenterai un livre, je vous lirai un extrait. Un extrait que je trouve vraiment parlant, percutant et qui résume assez bien le type du livre. Ainsi, le seul pas crucial à faire dans le périple qui conduit à l'éveil est d'apprendre à se dissocier du mental. Chaque fois que vous créez une discontinuité dans le courant des pensées, la lumière de la conscience s'intensifie. Il se peut même que vous vous surpreniez un jour à sourire en entendant la voix qui parle dans votre tête, comme vous souririez devant l'épitrerie d'un enfant. Ceci veut dire que vous ne prenez plus autant au sérieux le contenu de votre mental et que le sens que vous avez de votre moi n'en dépend pas. Voilà, je trouve vraiment ce passage intéressant parce qu'il résume bien le fait de se dissocier de son mental et que non, on n'est pas que ses pensées et on n'est pas que ce qu'on pense. Et que si on s'en dissocie, il y a une partie donc qui pourrait être la conscience, qui est celle qui sourit et presque qui rigole à dire mais arrête de ruminer, arrête de penser ça, mais qui le dit avec bienveillance et avec un sourire, voilà, comme on pourrait le dire à un enfant. Et je finirai, comme à chaque fois que je vous présente un livre, avec ce qui m'a le plus appris, ce qui m'a le plus marqué dans la lecture de ce livre. Alors dans ce livre, à un moment, Eckhart Tolle parle du corps de souffrance, c'est un concept qu'il a créé, et je le trouve intéressant parce qu'il permet en fait un peu de personnifier, voilà, comme un corps, la souffrance qu'on a. Et il dit qu'en fait, on va nourrir ce corps. Il a tout le temps envie de nourrir, de manger et de grossir. Et c'est comme ça, en fait, effectivement, qu'on le nourrit sans s'en rendre compte. Et vous savez, après, parfois, on tombe complètement dans la plainte sans s'en rendre compte. Alors, parfois, de l'extérieur, on le voit de certaines personnes qu'elles sont sans arrêt dans la plainte et c'est vraiment leur mode de fonctionnement. Mais on peut aussi être dans ça ou dans d'autres types de fonctionnement sans s'en rendre compte parce qu'on est en train de nourrir complètement ce corps et à la fin, c'est comme s'il prenait toute la place à l'intérieur de nous et qui se confond avec nous. Et j'ai trouvé vraiment intéressant et ça m'a vraiment aidé le fait de considérer ça comme un corps et de me dire ok, peut-être je peux arrêter de le nourrir
et peut-être simplement je peux nourrir une autre partie de moi. Donc il ne s'agit pas de le nier, mais il s'agit voilà, de nourrir aussi d'autres choses. Et ça rejoint beaucoup la sophrologie qui dit on ne va pas nier la souffrance, le négatif ou le désagréable. Non, la sophrologie, ce n'est pas que du positif. Par contre, simplement, on va accueillir, on va accepter ce qui se passe de négatif, de désagréable, ce qui nous fait souffrir, et on va essayer autant que possible, à chaque instant, de tourner notre attention, de tourner notre regard vers ce qui peut nous faire du bien. En tout cas, c'est comme ça que moi je propose la sophrologie. Et donc un dernier mot sur cette chose qui m'a marqué dans ce livre. À un moment, il parle donc du corps de souffrance et il nous dit: le corps de souffrance peut vous sembler un dangereux monstre que vous ne pouvez supporter de regarder. Et moi, ça me l'a fait à certaines périodes de ma vie. Vous pouvez le comprendre si vous avez vécu vraiment des traumas, des deuils, des accidents, ou tout simplement même des états dépressifs, des crises d'angoisse, enfin, ce genre de choses. À un moment, ça paraît complètement insupportable et monstrueux, et vous demandez comment vous allez faire et qu'est-ce que vous allez faire avec ça, comme si vous n'alliez jamais pouvoir surmonter ça. C'est une pensée naturelle. Et là, il nous dit: je vous assure que ce corps de souffrance que vous prenez pour un monstre, c'est un fantôme minable et qui ne fait pas le poids face au pouvoir de votre présence. Et je trouve ça vraiment formidable. Voilà ce qui m'a aidé par moments. Quand vraiment j'étais pas bien, je me disais: ok, non, c'est juste un fantôme minable. C'est un fantôme et je vais le chasser. Et je vais être présente moi avec tout ce que je suis dans l'instant présent, et je suis plein d'autres choses. Voilà pour ce livre, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et je vous présenterai bientôt d'autres livres et je vous souhaite de bonnes lectures. Prenez soin de vous, à bientôt.